La Renaissance, c'est une période charnière dans l'histoire de l'Europe. On redécouvre notre passé antique un peu oublié et on se met à vouloir comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure. L'Amérique est redécouverte, l'art connaît un renouveau et les avancées technologiques s'accélèrent. Et vous savez qui incarne le mieux cette époque de la Renaissance? Léonard de Vinci. Ouais, voici comment un simple fils bâtard de notaire est devenu l'un des hommes les plus intrigants qui n'ait jamais existé. Peintre, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, poète, écrivain ou encore musicien, bref, le mec était à peu près tout. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir son histoire et ses secrets. Le petit Léonard naît un 15 avril 1452 à Vinci, en Italie, plus précisément en Toscane, en République florentine. D'où son nom de Vinci, ou Da Vinci en italien. Ah oui, et à l'époque, l'Italie n'était absolument pas unifiée. On parle donc de la République de Florence, avec pour capitale la ville de Florence. Et à l'inverse de la précédente vidéo sur Barbe Noire où je vous disais qu'on ne connaissait absolument pas son passé, là c'est tout l'inverse. Tenez, je peux même vous dire que Léonard de Vinci est né à 22h15. Ça sert à rien, mais c'est dit. Il naît d'une relation illégitime entre son père, Piero de Vinci, un notaire, et d'une certaine Caterina di Meolippi, une jeune paysanne. Il passe les 5 premières années de sa vie aux côtés de sa mère biologique, avant d'être récupéré par son père pour qu'il puisse l'élever. Il descend du côté de son père d'une riche famille de notaires, ce qui lui permet d'avoir accès très tôt à l'école. C'est là qu'il va commencer ses premières prouesses. À 4 ans seulement, il écrit déjà sous forme spéculaire, c'est-à-dire qu'il écrit à l'envers. C'est ce qui arrive souvent aux enfants gauchers qui commencent à écrire. Sauf que lui va garder cette habitude toute sa vie. Très tôt, il prend l'habitude d'analyser absolument tout ce qui l'entoure. Et avec ses frères, il s'amuse à jouer au grand stratège militaire. Il est également fasciné par la nature et cherche à comprendre très tôt comment marche le monde qui l'entoure. Mais comme cette période d'insouciance ne peut pas durer éternellement, le petit Léonard est rapidement rattrapé par une triste réalité. N'étant membre de la famille que du côté de son père, et avec une famille de 9 frères et 3 sœurs, il comprend en grandissant qu'il ne pourra pas profiter des avantages que peut offrir une famille aussi fortunée. Il s'éloigne un peu de sa famille, et à 17 ans, il débarque alors dans la majestueuse ville de Florence et essaye d'entrer dans une guilde d'artistes. Dans les villes médiévales, on retrouvait énormément de ce que l'on appelait les guildes. Ça regroupait différents groupes de métiers en fonction de la classe sociale. Bon, même si c'est pas totalement ça, on peut le comparer aux syndicats d'aujourd'hui. Par exemple, son père faisait partie de l'une des guildes les plus puissantes de Florence, celle qui regroupait les avocats, les juges et les notaires les plus influents. Mais comme c'est un enfant illégitime, c'est comme s'il faisait partie de la plus basse classe de la société. Il se voit alors refuser l'entrée à toutes les guildes prestigieuses, mais c'est là que son père intervient. Voyant que son fils a un talent quasi naturel pour l'art, et plus particulièrement pour la peinture, il le présente à un certain Verrocchio, un peintre florentin avec son propre atelier. Léonard devient alors apprenti de Verrocchio. C'est là qu'il va pouvoir apprendre et perfectionner son art. Et alors que Verrocchio peint une commande pour une église un tableau intitulé Le baptême du Christ, ce dernier confie à De Vinci la tâche de peindre l'un des anges du tableau. Et là, Verrocchio, il est sur le cul. En effet, on peut voir que l'ange de gauche, celui peint par Léonard, semble en décalage avec le reste du tableau, tant le travail sur la lumière et les détails du visage sont marquants. L'élève a déjà dépassé le maître. Il va continuer à étudier l'art et perfectionner ses compétences dans le domaine. Mais son talent inné ne lui apporte pas que des succès. Beaucoup parmi la guilde des artistes sont jaloux de son talent et vont essayer pour cela de le faire disparaître. Et oui, ça va aller très loin puisqu'en 1476, alors qu'il a 24 ans, on l'accuse d'avoir des relations homosexuelles, ce qui était à l'époque condamné par le bûcher. Rien que ça. Il est arrêté et passe quelques temps en prison avant de réussir à se faire innocenter. Et malgré qu'il ait pu prouver son innocence, sa réputation se retrouve sérieusement entachée par ce scandale. Le temps passe et une menace plane au-dessus de Florence. La guerre. En effet, la ville se prépare à un siège. La guerre fait rage face aux Ottomans et l'ennemi se rapproche. Voulant aider, mais comme son statut de bâtard l'empêche de devenir chevalier, Léonard se met à imaginer de nombreuses machines de guerre. Arbalètes, canons, engins de siège, des tas de croquis qu'il fait dans l'espoir que ses armes servent à défendre la ville. Mais entre-temps, Laurent de Médicis, chef d'état de la République de Florence, signe un traité de paix avec les Ottomans. De Vinci a donc bien charbonné pour rien, mais cela lui a permis de découvrir autre chose, sa passion pour l'ingénierie. Malgré sa tentative d'aide apportée à la ville de Florence et ses quelques commandes, il ne parvient pas à se refaire une réputation. Il quitte donc Florence pour Milan.
Il arrive à la trentaine et se rend compte que la vie d'artiste ne lui convient plus. Il se lance alors dans la conception d'armes, après que l'épisode de Florence l'ait pas mal inspiré. Bon, il va surtout imaginer des armes impossibles à réaliser. Et les croquis qu'il fera montreront clairement son avance sur son temps. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des plans de tanks, de scaphandriers, d'arbalètes géantes, et ce qui s'apparente à un hélicoptère, et même ce qui ressemble à un exosquelette pour soldats. À Milan, il se lie d'amitié avec le duc de Milan, et pense pouvoir enfin lui refourguer ses idées d'armes. Mais non, le duc désire ses services de peintre et non d'ingénieur. Léonard de Vinci va donc réaliser plusieurs œuvres à Milan, dont sans doute l'une de ses plus célèbres, la Scène. Peinte pour le réfectoire d'un couvent dominicain de Milan, cette gigantesque fresque de 4 mètres de haut sur presque 9 mètres de long représente le dernier repas de Jésus avec ses apôtres avant la trahison de Judas. À Milan, de Vinci se trouve une nouvelle passion, assez éloignée et moins reluisante que l'art avec un grand A, l'anatomie. Ouais, pour satisfaire sa soif de savoir, il va d'abord se mettre à disséquer des animaux, puis ensuite des humains, une pratique illégale à l'époque. C'est à cette période qu'il réalise tous ses célèbres croquis du corps humain. Il cherche à comprendre comment fonctionnent les muscles, les organes internes, les fœtus, bref, des recherches fascinantes sur des domaines encore peu connus à l'époque, du fait de la morale religieuse de l'époque, qui interdisait que l'on touche au corps. C'est là également qu'il dessine son célèbre homme de Vitruve. Toutes ces recherches sur le corps humain seront regroupées dans un carnet tenu secret. Sachant ce qu'il risquait si ces pratiques étaient découvertes, on le comprend. Ces croquis ne seront découverts qu'autour des années 1600, soit plusieurs années après sa mort, et révolutionneront la façon dont nous percevons le corps humain. Aujourd'hui, on dispose de pas moins de 15 000 pages écrites de la main de Vinci sur toutes ses inventions et ses avancées scientifiques. Âgé maintenant de 50 ans, Léonard de Vinci voit Milan tomber aux mains des Français. Il quitte alors Milan et part voyager aux quatre coins de l'Italie. Il part à Venise pour tenter encore et toujours de refourguer ses plans d'armes, mais encore une fois, ça n'a pas de succès. Il retourne même à Florence, là où il s'était fait connaître. Entre temps, à Florence, tout le monde a oublié le nom de Léonard de Vinci, mais un autre génie a pris sa place en ville, Michel-Ange. Et de Vinci est ultra jaloux de lui, alors il se casse et va à Rome. Et c'est là que ses armes vont enfin intéresser quelqu'un, le fils du pape Alexandre VI, le fameux Cesare Borgia. Alors comme je prévois un épisode spécialement sur le personnage de Cesare Borgia, et même plus généralement sur toute sa famille, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Disons que Cesare était vu au choix comme un héros militaire, ou alors comme un taré assoiffé de sang. Vous comprenez donc pourquoi une vidéo lui sera consacrée. De Vinci va donc aider les Borgia à concevoir de nombreuses armes, mais aussi des tours de siège, ou bien les plans de fort. Mais ce que Léonard ne savait pas, c'est que ses inventions allaient servir à tuer. Et a tué beaucoup de monde. C'est vrai que ça semble assez naïf, mais oui, De Vinci avait, à 50 ans passés, encore l'image des preux chevaliers. Une guerre propre et noble, une affaire de gentils et de méchants, de gloire et de héros, etc. C'est donc la douche froide lorsqu'il découvre que ses inventions servent à anéantir les ennemis des Borgia. Et des ennemis, ils en avaient un paquet. Il quitte donc les Borgia et retourne à Florence. C'est là qu'il peint en 1503, sans doute l'un, si ce n'est le tableau le plus célèbre au monde, la Joconde. Une œuvre pleine de mystères puisque le modèle de ce tableau est encore inconnu. On suppose que cela puisse être Lisa Gherardini, connue aussi sous le nom de Mona Lisa ou Lisa de Giocondo, membre de la famille Giocondo, une famille riche de Florence, amie de celle de Vinci. Le tableau aurait été commandé par son mari, un certain Francesco de Giocondo. Mais d'autres questions restent en suspens autour de l'œuvre en elle-même. Pourquoi a-t-elle un voile caractéristique des femmes enceintes, alors que Lisa ne l'était pas? Pourquoi l'absence de sourcils? Pourquoi ce sourire énigmatique? Et pourquoi ce regard qui lui aussi est tout autant énigmatique? Bref, un tas de questions pour une œuvre qui est très loin d'avoir livré tous ses secrets. Et je pourrais m'attarder encore longtemps dessus, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En 1316, à 64 ans, il est invité par le roi de France, François Ier, à le rejoindre à son château d'Amboise. Il quitte donc pour la première fois son Italie à dos de mulet, avec ses œuvres sous le bras. Le roi se lie d'amitié avec ce dernier et lui donne son petit château du Clos Lucé, non loin du sien. Il devient son mécène et parvient à le faire connaître en dehors de l'Italie. C'est là qu'il peint sa dernière toile, Saint Jean-Baptiste. C'est ici aussi qu'il réalise son célèbre autoportrait. En 1519, à 67 ans, il est malade. Il rédige son testament où il lègue ses œuvres et ses livres et ses croquis à son apprenti, avant de mourir le 2 mai de la même année.
D'ailleurs, contrairement à la rumeur et ce tableau commandé par François Ier, non, De Vinci n'est pas mort dans les bras du roi. Ce dernier était absent le jour de sa mort, mais l'on raconte que la nouvelle de sa disparition l'a profondément bouleversé. Il est enterré au château d'Amboise, là où vivait François Ier avant qu'il ne parte à Chambord. Il ne s'est jamais marié, il n'a pas non plus eu d'enfant, certains pensent même qu'il était homosexuel, ou peut-être qu'il a simplement décidé de consacrer sa vie à son travail. Ça, on ne saura jamais. Il laisse malgré tout un héritage considérable, de par ses tableaux qui sont aujourd'hui des références dans le monde de l'art, mais aussi pour ses idées en avance sur leur temps. Et il a su à lui seul incarner ce que représentait la période de la Renaissance. Il a tout fait, tout essayé, il s'est intéressé à tout et même à ce qui n'existait pas. Et si ça n'existait pas, il a tout fait pour le créer. Et avec tout ça, je pense qu'il a largement mérité son titre de génie. Ah, et au fait, il était végétarien. Je savais pas où le placer. Voilà, il était végétarien. Merci d'avoir regardé cet épisode, pensez au like, au commentaire, à vous abonner. Allez me soutenir sur Utip avec un don ou en regardant une pub. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter ou encore Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.